Bonjour à toutes et à tous, je suis Cynthia Atlan, coordinatrice du dispositif départemental Réseau citoyen de service et valorisation des compétences transversales, porté par la MJC Centre social de la Souterraine, en partenariat avec le Centre social Agir et l'UDAF. Dans cette vidéo enregistrée avec Olivier Choprat de l'atelier Canopée de Guéret, nous allons vous donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce projet pour notre territoire. Avant de débuter, je tiens à préciser que tout ce qui compose ce dispositif expérimental est issu d'un travail collectif mené depuis 2019. En fait, il ne connaît pas de réelle équivalence ailleurs. En effet, quelques expériences de ce type sont menées, notamment en Normandie, mais sans données encore objectivables. En revanche, la validation des compétences par les badges est certes un système qui est de plus en plus développé, mais notre démarche tend à aller au-delà des expériences menées jusqu'à présent. Notre travail, depuis maintenant 2 ans, ainsi que toutes les concertations menées, montrent à quel point la validation des compétences transversales par les Open Badges, la création d'un réseau de structures apprenantes, constitue une réelle opportunité pour les publics et pour notre territoire. Donc tu nous parles d'un dispositif en expérimentation mené depuis 2019, de valorisation des compétences en utilisant les Open Badges sur notre territoire. Dis-nous en plus, quel a été le projet jusqu'ici et d'où est-il venu? En fait, la genèse du projet, c'est le réseau citoyen de service. C'est lui, le point de départ de l'écosystème que nous sommes en train de construire. En effet, dans le réseau citoyen de service, chaque personne construit et partage ses connaissances, ses découvertes avec les autres à travers un échange de services, de savoirs, ce qui permet, en plus bien sûr de lever de nombreux freins, de renforcer le lien social. Dans le réseau citoyen de service, les gens se sont rendus compte au fil du temps, des échanges, des rencontres, que l'apprentissage finalement n'est pas réservé à des formes scolaires et académiques, mais que l'on peut apprendre de toutes les situations sociales, que l'on peut apprendre à soi-même et aux autres. En fait, nous étions donc face à un double postulat. Il y a des ressources, des compétences sur le territoire, un petit échantillon est déjà présent dans le réseau citoyen de service, et nos différents partenariats et concertations nous en ont fait découvrir de nombreux autres. Deuxième chose, nous pouvons développer des contextes apprenants autour de cette présomption de compétences. Ok, tu viens de parler du projet de départ, le réseau citoyen de service. Tu viens de parler également d'apprentissage, de partage de connaissances, et en introduction, tu évoquais la valorisation de compétences. Mais de quelles compétences parlons-nous et en quoi cette valorisation te semble nécessaire? Alors, aujourd'hui, le réseau citoyen de service fonctionne avec des membres actifs, dont certains sont entrés dans le processus de valorisation de compétences. Lorsque nous parlons de compétences, il s'agit bien sûr de compétences douces, transversales et transférables. Bon, pour rappel, les compétences transversales, ou compétences douces, sont des compétences génériques, mobilisables dans différentes situations. Elles sont, en fait, un complément primordial aux connaissances scolaires, techniques, informatiques ou linguistiques, pour évoluer sereinement dans un environnement donné ou tout simplement dans la vie. Pour que cela soit encore plus explicite, on peut faire un parallèle avec les compétences techniques, qui, elles, sont facilement démontrables car nées d'un apprentissage, de l'obtention d'un diplôme. Aujourd'hui, on sait que 32% des employeurs rencontrent des difficultés dans le recrutement de personnel à cause justement de déficits de compétences. Dans un contexte où la formation peut se dérouler tout au long de la vie, les compétences douces sont parfois difficiles à démontrer et à valoriser en dehors des diplômes et des intitulés de poste. D'ailleurs, une récente étude montre des écarts importants en termes de taux de chômage en fonction du lieu de vie. Bon, l'information n'est pas nouvelle, mais notre réponse à nous, elle, peut l'être. En effet, pourquoi pointer les freins alors que l'on peut s'intéresser à la possibilité de convertir les ressources des personnes dans des actions qui permettront le développement et le partage du savoir, le développement et le partage des compétences et un développement au plus près des besoins des personnes et du territoire. Ce que nous souhaitons dans notre projet,
c'est de justement montrer ou démontrer que toute situation ou expérience vécue peut devenir d'une part une situation apprenante, et d'autre part et surtout, une source de compétences ou de savoir-être. Notre postulat de départ se vérifiant au fur et à mesure de l'avancée du projet, nous souhaitons aujourd'hui l'étendre et le développer afin de faciliter la mobilisation de toutes ces compétences dans des contextes propices. Bien, tu as resitué l'origine du projet, de l'expérimentation, et viens de préciser l'importance de la valorisation des compétences transversales. Mais où en sommes-nous maintenant? Comment pouvons-nous avancer et éventuellement aller plus loin? La question qu'il est légitime de se poser effectivement est pourquoi et dans quel objectif passer du réseau citoyen de service à un réseau constitué du plus grand nombre possible d'acteurs du territoire? En somme, pourquoi mobiliser tant de monde autour de la valorisation des compétences transversales? Pourquoi tenter de mettre en place des situations apprenantes qui n'existent pas encore? Selon Philippe Carré, qui est professeur de sciences de l'éducation, responsable de l'équipe apprenance et formation des adultes, la notion de formation appartient au siècle passé. Pour lui, la société de demain sera une société où les gens seront amenés à apprendre par eux-mêmes. François Sadei, dans son ouvrage Apprendre au XXIe siècle, se penche quant à lui sur la question de comment apprendre en coopération avec les autres. En référence à ces auteurs, à l'observation réalisée sur le territoire et aux différents échanges avec certains d'entre vous, confirmation a été faite de la pertinence de créer un écosystème polyvalent, ou le consolider, dans lequel les gens peuvent apprendre le plus facilement possible, selon des modes les plus différents possibles. Notre souhait est donc de créer un véritable territoire apprenant, en rassemblant le plus d'acteurs possible pour construire de la diversité, de la complémentarité, en innovant et en collaborant autour d'actions concrètes. En évoluant dans la construction de cet écosystème, en collaborant avec de plus en plus de structures, nous validons le fait que nous sommes bien, toujours selon la définition du territoire apprenant de François Tadei, un territoire ressources, de ressources humaines, les membres du RCF, les associations, les entreprises, tous les citoyennes, les citoyens, organisationnels, les dispositifs départementaux, institutionnels, des tiers espaces existants ou à venir. Et donc un territoire de projet dans lequel agir égale apprendre. L'apprentissage est une fonction dérivée de l'action. Mais pour faire se rencontrer ressources et projets, il faut bien sûr des questions authentiques issues du territoire. C'est en ce sens que nous avons travaillé pour identifier quelles étaient les compétences à valoriser les plus pertinentes en fonction des besoins du territoire. Elles vous seront d'ailleurs présentées dans la partie relative aux Open Badges. Mais bien sûr aussi des expériences de collaboration. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'on pourrait envisager d'élargir cette logique de valorisation des compétences à l'ensemble du territoire, en cherchant à associer un maximum de personnes, que ce soit les citoyens et les citoyennes, ou différentes structures de différentes origines et de différentes formes. C'est bien ça? C'est exactement ça. Tu fais référence ici à la notion de territoire apprenant, n'est-ce pas? Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce sujet. Bien sûr. Tout d'abord, il est important de rappeler que la notion de territoire apprenant existe depuis une vingtaine d'années, qu'il existe un label UNESCO de ville apprenante, et bien sûr plus largement de citer le projet européen de société de la connaissance. Mais bien que l'on puisse spontanément l'associer aux établissements scolaires ou universitaires, sites et équipements culturels, dont l'apprenant serait finalement un bénéficiaire potentiel, nous constatons qu'il peut être bien plus que cela. En fait, il est un ensemble de structures, de liens, de relations humaines qui apprennent de l'action et qui enrichissent de nouvelles valeurs l'appartenance au territoire. C'est ce que nous avons observé. Et c'est donc finalement le projet, son évolution, les différents échanges avec des partenaires, des associations, qui nous ont conduits à avoir cette ambition pour notre territoire. Ce dispositif, qui favorise l'échange de savoir, qui permet autant d'apprentissages informels ou sociaux et la valorisation des compétences transversales, illustre finalement parfaitement la phrase du philosophe spécialisé en pédagogie John Dewey « J'apprends puisque j'agis ». Bon, on pourrait bien sûr dire qu'il y a de fait des ressources disponibles dans tous les territoires, donc un potentiel, comme sur notre territoire. Mais oui, mais il s'agit de savoir si l'on souhaite le mobiliser et de quelle manière. Pour tenter d'illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple d'une brigade de cuisine.
On peut avoir un chef triplement étoilé à la tête d'une brigade exceptionnelle, dans une cuisine avec des équipements et des ustensiles de grande qualité. S'ils ne s'en saisissent pas, s'ils restent inactifs, rien ne se passe. Le potentiel est là, mais l'assiette reste vide. Si l'on poursuit le parallèle en cuisine, il y a des recettes qui sont écrites et que l'on suit au gramme près sous la direction du chef. Notre projet à nous est plus une esquisse partagée dont le menu s'élabore dans l'action, avec la participation de tous, avec une volonté collective et des talents mutualisés. Le territoire est donc bien un lieu actif d'expression de la volonté des acteurs, mais c'est d'abord et surtout une réalité vécue par les habitants qui y reconnaissent un sens commun. Nous construisons un écosystème qui associe les ressources et en amplifie les impacts. Le territoire apprenant est celui qui favorise les échanges, la transmission, et qui enrichit celui qui donne et celui qui reçoit, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe dans le réseau citoyen de service. Bon, vous l'avez à présent compris, Badjan-la-Creuse s'inscrit dans cette volonté de rendre la reconnaissance des apprentissages accessible pour tous. Reconnaissance qui est matérialisée par les Open Badges. Nous souhaitons inviter donc tous les habitants, les professionnels de l'insertion sociale et de l'emploi, les associations, les secteurs de la formation, de l'éducation, à co-construire ce réseau de structures apprenantes. En somme, notre postulat de départ était que notre territoire dispose de ressources, il s'est vérifié. À présent, il est que tous les acteurs du territoire sont capables d'apporter quelque chose dans la gestion de l'apprentissage et que nous pouvons tendre vers une synergie de ressources et d'acteurs. Bien sûr, cela suppose que chaque acteur puisse acquérir des compétences de facilitation, une culture commune. Pour cela, nous vous proposerons des temps de transmission d'outils qui permettront à certains d'entre vous de devenir accompagnateurs du dispositif et des personnes souhaitant valoriser leurs compétences. L'objectif est bien de tisser ce réseau qui va vivre, s'alimenter et s'étoffer au fil du temps. Bien, cela permet de mieux comprendre effectivement. Il ne s'agit pas seulement de permettre à chacun et chacune de continuer à développer ses savoirs et ses compétences, ou de les transmettre tout au long de la vie, dans l'esprit de ce qui se fait déjà à travers les actions des acteurs de l'éducation populaire ou de certains dispositifs de formation. Mais il s'agit également de permettre une reconnaissance, une valorisation, et d'une manière ou d'une autre, de montrer à voir les compétences transversales acquises et transmises par les personnes du territoire. Mais pour revenir au propos introductif, l'expérimentation est déjà en cours. Il y a déjà une base de travail, une logique mise en place. Comment faire pour permettre aux personnes et structures intéressées de rejoindre l'aventure? Bon, il est vrai que dans un premier temps, la mise en place de ce réseau de structures apprenantes nécessite de la part de tous un certain investissement. Olivier vous explicitera davantage l'outil Open Badge dans quelques instants. Mais les Open Badges ne sont également que des outils de reconnaissance de compétences, bien sûr, mais également de reconnaissance d'acteurs impliqués dans ce projet qui vise à valoriser les ressources individuelles et collectives et les liens entre ces ressources. Dans ce projet, nous sommes finalement tous acteurs et apprenants, et les interactions générées par les liens que nous tisserons le concrétiseront. J'évoquais des temps de transmission de démarches d'outils. Ils seront proposés par la MJC via l'organisme 4C23 et Canopé. Il s'agira, au cours de 2 demi-journées consacrées à cette démarche, de faire, d'une part, le point sur la notion de compétences transversales et sur les moyens de les mettre en valeur, et d'autre part, que tout un chacun puisse s'approprier la méthodologie commune à travers une mise en œuvre d'éléments clés. Nous avons vu jusque-là les grandes lignes du projet Badjan-la-Creuse. Nous allons faire un pas de côté pour resituer la place des Open Badges dans tout cela et pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent apporter. Ensuite, nous allons illustrer à partir des premiers badges de Badjan-la-Creuse la manière dont nous avons construit le parcours d'acquisition d'un badge et pouvoir situer comment chacun et chacune pourrait trouver une place dans et autour de ce parcours. Nous allons maintenant passer à une présentation des Open Badges afin de clarifier leur place dans ce projet. Les Open Badges, comme leur nom l'indique, s'inspirent de badges qui permettent d'attester d'un certain nombre de choses, comme des compétences,
C'est le cas des badges scouts qui viennent valider des compétences après une mise en pratique, ou alors éventuellement les badges que l'on obtient à la fin d'un parcours dans Terra Aventura, qui est une sorte de jeu de piste dans lequel on utilise une application de géolocalisation. Et lorsqu'on a fini, effectivement, qu'on arrive au bout de la piste, on obtient un petit badge qui vient attester que l'on a bien fait le parcours. Les open badges, pour le coup, sont des badges numériques. L'avantage de ce format-là, c'est que non seulement ils vont pouvoir embarquer l'information de ce qu'ils viennent attester, ici du coup on va essentiellement parler de compétences, mais également ils vont pouvoir embarquer un certain nombre d'autres informations comme qui a créé le badge, à qui il a été délivré, qui l'a délivré, les critères sur lesquels le badge a été délivré, et également une date de délivrance et, le cas échéant, une date de fin de validité du badge, dans le cas de compétences qui ont par exemple besoin d'être réactivées ou utilisées régulièrement pour qu'on soit sûr qu'effectivement elles ne disparaissent pas. L'avantage du format numérique, c'est la stabilité dans le temps, en fait. Avec ce badge numérique, on va pouvoir le conserver sur des plateformes dévolues à cela, qu'on appelle des sacs à badge, ou alors on va pouvoir le diffuser sous différentes manières, soit après l'avoir imprimé, soit via différents formats numériques. L'avantage de ce format numérique est qu'on va éventuellement pouvoir l'utiliser sur d'autres plateformes. Le badge va ici attester surtout des compétences transversales, soit démontrées, soit acquises suite à une formation ou un engagement à travers lequel on aura pu, par la pratique, acquérir un certain nombre de compétences justement, et va se distinguer de diplômes ou de certificats professionnels ou de simples attestations de participation. Dans le cadre de Badgeons-la-Creuse, 12 badges ont été créés, 4 sont utilisés pour l'instant dans le RCS, les 4 premiers à gauche, utiliser les codes sociaux, travailler en groupe ou en équipe, s'organiser dans son activité et utiliser les outils numériques et l'informatique. Chaque badge de Badgeons-la-Creuse est organisé de la même manière, à savoir 4 paliers correspondant à 4 niveaux de maîtrise de la compétence en question. À chaque palier correspond un critère et des indicateurs, les indicateurs étant là pour vérifier le critère. De même, à chaque palier correspond des modalités de validation différentes. Nous allons maintenant pouvoir voir le parcours d'une personne voulant acquérir un badge, tel que nous l'avons réfléchi et pensé dans le système Badgeons-la-Creuse. Et nous verrons dans un second temps comment différentes personnes ou différentes structures voulant s'intégrer dans ce projet vont pouvoir trouver une place. Le départ de ce parcours-là est forcément la connaissance du dispositif de valorisation des compétences. Un guide expliquant la démarche a été déjà édité. C'est le point de départ dans la mesure où il va présenter les compétences que l'on peut valoriser dans le cadre de Badgeons-la-Creuse. L'idée étant, en regardant dans son parcours de vie, de pouvoir identifier les compétences que l'on a déjà acquises et les compétences éventuellement qu'on est en train d'acquérir. Dans une deuxième étape, une fois que l'on a fait cela, on va pouvoir regarder plus précisément quel niveau de maîtrise on a d'une compétence, qui va nous indiquer effectivement sur quel palier on se situe, et donc en face, quels critères il y a, quels indicateurs correspondent à ce palier. À partir de là, il va falloir soit pouvoir montrer qu'on a acquis cette compétence, ou en tout cas ce palier-là, par un regard sur notre parcours de vie et du coup des situations dans lesquelles on a pu faire cette démonstration et recueillir un certain nombre de preuves en lien avec ça. Ou alors, si on est dans un processus d'acquisition ou qu'on n'a pas le moyen d'apporter des preuves de ce parcours passé, des mises en situation qui vont permettre de montrer que l'on maîtrise tel palier, voire telle compétence dans sa globalité. Ces mises en situation peuvent être ponctuelles, suivant la compétence, mais peuvent être aussi des mises en situation sur la durée liées à un engagement. Par exemple, l'une des compétences valorisables est celle concernant la capacité à travailler en équipe. C'est évidemment pas sur un moment ponctuel qu'on va pouvoir en faire la démonstration, mais bien sûr un engagement au sein d'une structure, au sein d'une association, dans le travail d'équipe, dans une entreprise, etc. À travers cette mise en situation ou éventuellement les recherches de situations dans son parcours passé, l'idée est de recueillir un certain nombre de preuves qui viennent attester que l'on atteint les indicateurs répondant aux critères des différents paliers. Ces preuves peuvent prendre différentes formes, témoignages, attestations, vidéos, photos, etc. Pour l'instant, rien n'a été fermé de ce point de vue-là. Ces preuves vont ensuite servir à appuyer la demande qui est faite par mail
Une fois la demande reçue, elle est étudiée et le badge est délivré à la personne. Au long de ce parcours, les structures et les personnes qui veulent rentrer dans la démarche vont pouvoir avoir plusieurs places, plusieurs fonctions. C'est peut-être une fonction au départ du parcours d'information des personnes, d'accompagnement dans l'appropriation du guide, dans la compréhension plus fine des compétences, dans l'aide à l'appropriation des critères et indicateurs pour savoir sur quel palier on se situe, et ensuite dans l'aide au recueil des preuves si c'est sur des situations passées, ou dans l'accompagnement dans une mise en situation, dans une structure, etc. Enfin, cela peut être effectivement dans accompagner la personne pour faire la demande, dans la mesure où celle-ci doit se faire numériquement. Comme précisé précédemment, l'organisme 4C23 va proposer des temps d'appropriation de cette démarche de manière à pouvoir intervenir auprès des personnes voulant valoriser leurs compétences à différentes étapes du parcours, mais également pourra être amené à intervenir directement auprès des personnes voulant valoriser leurs compétences. À l'heure actuelle, un certain nombre d'outils ont déjà été créés pour accompagner les personnes souhaitant valoriser leurs compétences, les livrets présentant la démarche et badgeant la creuse, ainsi que les badges correspondant aux différentes compétences, des outils de liaison pour favoriser le lien entre les accompagnateurs et les accompagnatrices, ainsi que des tutoriels vidéo expliquant à la fois les open badges, mais également le parcours que l'on vient de décrire. L'idée maintenant est de favoriser l'accès à toutes les personnes et les structures souhaitant s'inscrire dans cette démarche afin de pouvoir continuer à construire ce projet et mieux partager ses objectifs et élargir ce réseau. Dans la suite, seront proposés d'autres temps d'échange et d'information avec les personnes et les structures intéressées par la démarche, mais également les temps d'appropriation de la démarche que l'on a évoqué précédemment. Un site internet et une adresse de courriel dédiée devraient voir le jour incessamment. Nous sommes convaincus que ce projet Badgeons la Creuse permettra de mettre en commun les compétences des acteurs et des bénéficiaires, dont finalement les rôles peuvent s'inverser, car chacun d'entre nous détient une part de la solution qui va nous permettre de progresser et d'évoluer. Nous aurons, à terme sur le territoire, rendu possible des parcours de reconnaissance, en favorisant, grâce à l'implication de chacun, les interrelations qui bénéficient autant aux structures qu'au public.